Bonsoir. D'abord, je tiens à remercier de m'accueillir ce soir et puis d'avoir préparé cette conférence, les responsables de la section d'Action française, mais aussi en ce qui concerne la préparation. Je ne les nommerai pas parce que nous avons un nouveau ministre de l'Intérieur qui, paraît-il, est un peu trop porté sur le renseignement. En revanche, je remercie aussi de m'avoir aidé à préparer cette conférence Madame Christiane Taubira et Monsieur Nicolas Sarkozy, qui, vous le savez, se sont illustrés l'une en partant sous les acclamations après l'œuvre qu'elle a faite pour mettre en place le meilleur des mondes dans les mesures de ses capacités, et l'autre pour son récent revirement, puisque lui se rallie au meilleur des mondes. C'est un ralliement qui d'ailleurs ne change pas grand-chose parce que je crois que Nicolas Sarkozy a toujours été favorable dans le fond à la loi Taubira, comme on pouvait le voir avec les gens qu'il avait nommés, des gens comme Roselyne Bachelot, comme Nadine Morano, qui étaient nommés à la famille et qui ont jamais fait mystère de leurs opinions quant à ce qu'il est convenu d'appeler le mariage pour tous. Cela dit, on va en parler tout à l'heure, le mariage pour tous n'est qu'une toute petite étape dans ce qui est en train de se mettre en route depuis déjà très longtemps, et le schéma qui est en train de se développer, qui nous amène vers le meilleur des mondes, englobe le mariage pour tous, mais le mariage homosexuel. Mais finalement, voilà, si on en a beaucoup parlé, c'est parce que pour une fois, il y a eu une réaction en face. Et ça va pas plus. Malheureusement, il vaudrait mieux continuer à réagir. Il y a d'ailleurs des gens qui le font. Et pour le reste, malheureusement, ça continue à se développer et à aller de plus en plus loin. Et on le verra. Je pense que la GPA est en cours, et puis là aussi, ça n'est qu'une étape vers un monde vers le monde d'Huxley, en fait. C'est celui que nous avons voulu décrire dans Résistance au meilleur des mondes, parce que Aldous Huxley a écrit son livre en 1932, et quand on voit la prescience, en gros, qu'il avait à cette époque de ce qui s'est mis en place par la suite et de ce qui continue à se mettre en place, on se dit que ce n'était peut-être pas un hasard. Surtout si on ajoute que le frère d'Aldous Huxley était Julian Huxley, qui était ce premier secrétaire général de l'UNESCO, qui était lui-même un biologiste eugéniste de renom et de poids, et on peut penser tout de même que les idées qui se sont mises en place, que les stratégies qui se sont mises en place par la suite, enfin moi c'est ma conviction, étaient déjà en œuvre et déjà en discussion depuis longtemps, et que Aldous Huxley finalement, oui, commet ce qu'on appellerait, je ne vais pas parler de délit d'initié, parce que dans son cas c'était pas un délit, mais en tout cas, je pense que son inquiétude est venue de discussions qu'il pouvait avoir en famille avec son père et son frère qui étaient des biologistes et des biologistes eugénistes. Ce qui est intéressant, c'est que le fond, je vais y revenir tout à l'heure, mais le fond du problème sur le meilleur des mondes, c'est l'eugénisme. C'est une vision de la société qui est née avant-guerre, enfin, et même à la fin du XIXe siècle, et qui s'est développée considérablement et qui a reçu un coup d'arrêt momentané parce que le nazisme s'en était emparé, mais qui a rebondi de plus belle et qui continue à hanter les cerveaux de gens assez puissants, notamment jusqu'à l'intérieur de l'ONU et dans les grandes sphères des agences de l'ONU. Encore une fois, Julian Huxley était, lui, un des dirigeants de l'UNESCO. Donc je pense que c'est le système mondial qui est en train de se mettre au point. Il y a quelqu'un de renom qui était Monseigneur Scouillance, qui était un ecclésiastique, qui était professeur à la faculté catholique de Louvain, qui en a pas mal parlé, et très tôt dans des livres à la fin des années 90,
et lui-même mettait en garde par rapport au jeu qui était en train de se livrer dans ces instances des Nations Unies et qui étaient en train de s'imposer au reste du monde. Donc, pour l'instant, on peut tous applaudir au fait que Christiane Taubira soit parti. Et son successeur, à mon avis, sera pas mieux, d'autant plus que lui, c'est peut-être un peu moins le meilleur des mondes et un peu plus 1984, mais c'est plus ce sera, je pense, davantage encore dans la répression, encore que Taubira était assez répressif dans son genre. Alors, que décrivait Aldous Huxley en 1932 ? Un État mondial administrant une société eugéniste qui était peuplée de consommateurs relativement heureux, seuls dans leur peau, et heureux, on peut dire, comme des bêtes quand elles sont bien nourries et quand finalement elles peuvent se faire plaisir, courir dans la campagne. Là, c'est plutôt une vision de la sexualité et de la consommation. Puisque l'amour, par exemple, dans le monde d'Huxley, se limite aux relations sexuelles, mais suppose pas d'engagement, ni véritablement de sentiments durables. La famille n'y existe plus. Les enfants sont conçus en flacons, et ils sont conditionnés dès le flacon pour correspondre à leur rôle social. Enfin, la maternité est taboue et le mot mère est tenu pour la pire des grossièretés. Voilà, ça, c'est l'univers que nous montre Aldous Huxley dans son livre. Il est décrit aussi il le met d'ailleurs dans la bouche de l'administrateur mondial régional de l'Europe occidentale, en gros quelqu'un qui pourrait être aujourd'hui à la Commission de Bruxelles, et qui explique: le monde est stable à présent, les gens sont heureux, ils obtiennent ce qu'ils veulent et ils ne veulent jamais ce qu'ils ne peuvent obtenir, ils sont à l'aise, ils sont en sécurité, ils ne sont jamais malades, ils n'ont pas peur de la mort, ils sont dans une sereine ignorance de la passion et de la vieillesse, ils ne sont encombrés de nul père ni mère, ils n'ont pas d'épouse, pas d'enfants, pas d'amants, au sujet desquels ils pourraient éprouver des émotions violentes. Ils sont conditionnés de telle sorte que pratiquement ils ne peuvent s'empêcher de se conduire comme ils le doivent. Et là, vous avez la vision, en fait, du totalitarisme soft qui peut se développer à la faveur du consumérisme et de l'hyperconsommation ambiante et de l'éclatement des familles. Parce que c'est ça qui est en jeu pour l'instant. Alors il y a deux choses qui vont éclater, mais je vais y revenir, c'est la famille et la nation. Vous avez peut-être un peu traité tout ça quand Antoine de Crémier est venu, mais donc je vais pas m'y attarder outre mesure. Mais nous, ce qui nous a fait réagir avec Guillaume de Prémart quand on a décidé d'écrire Résistance meilleure des mondes, Guillaume de Prémart qui était le premier président de la Manif pour tous, et qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. L'une des choses qui nous a fait réagir, c'était un texte de Jacques Attali, qui a été publié en 2013 et qui s'intitulait « Vers l'humanité unisexe ». Et Attali disait ce que je disais toujours, enfin, je suis de son avis d'ailleurs, que la légalisation du mariage des homosexuels procède d'une évolution qui est commencée depuis très longtemps, et comme je le disais, n'est qu'une étape. Alors lui disait, il serait vain de vouloir y résister parce que plusieurs forces y conduisent, issues de demandes qui sont parfois contradictoires et qui reposent sur la technique. C'est la demande d'égalité, la demande de liberté qui, dit Attali, conduira les hommes et les femmes, quelles que soient leurs orientations sexuelles, à vouloir vivre leurs relations amoureuses et sexuelles libres de toute contrainte et de tout engagement. Donc on voit bien l'éclatement du lien familial. Et la demande d'immortalité qui pousse à accepter toute mutation sociale ou scientifique permettant de lutter contre la mort ou au moins de la retarder. Et là, on va voir que ça, c'est la partie du meilleur des mondes qui correspond au transhumanisme et qui se met également en place, qui en fait totalement partie, qui fait partie du projet. Alors, Attali décrit la société qui naîtra de ces tendances. Il dit « Nous allons inexorablement vers une humanité unisexe, sinon qu'une moitié aura des ovocytes et l'autre des spermatozoïdes, qu'ils mettront en commun pour faire naître des enfants seuls ou à plusieurs, sans relation physique,
et sans même que nul ne les porte, sans même que nul ne les conçoive si on se laisse aller au vertige du clonage. De cette manière, les hommes et les femmes seront égaux sur tous les plans, y compris celui de la procréation, qui ne sera plus le privilège ou le fardeau, dit-il, des femmes. Donc, en fait, on a une sexualité qui n'est plus qu'une sexualité de plaisir, qui est complètement coupée de sa fonction procréatrice, en fait, et qui devient également une sexualité de consommation, en fait, pure. Donc pour Attali, ça va, c'est en cours et ça doit arriver. Ce qui, quand on sait qui c'est et qu'il a quand même été le conseiller de plusieurs présidents de la République, y compris de François Mitterrand à François Hollande, en passant par Nicolas Sarkozy, etc. Que c'est quelqu'un qui a son rond de serviette au club Le Siècle, qui est quand même relativement bien informé, on peut tout de même s'inquiéter parce que Attali a cette particularité de dire des énormités, mais d'être assez franc. Dans sa manière de le dire, il cache pas. Au moins, c'est tranquille, on l'écoute, on sait à peu près où on va. De même, c'est lui qui parlait de l'homme nomade et nos sociétés devaient aller vers le nomadisme, la sédentarité, et on voit bien, effectivement, avec l'immigration de masse et ce genre de phénomène, que c'est ce qui tend également à être mis en place. Donc il ne faut pas prendre Attali pour un barjot comme on pourrait en être tenté. Malheureusement, il a quand même un peu l'oreille du pouvoir. Et il en fait partie. Il fait partie de la superclasse mondiale qui détient actuellement le pouvoir. On y reviendra aussi. Du reste, Attali parlait de... Alors ça, on retrouve le meilleur des mondes également. Il parlait du clonage. Alors pour lui, il y a deux choses qu'il faut empêcher. C'est le clonage et la matrice artificielle, autrement dit, ce qui est appelé, ce qu'Aldous Huxley appelait l'ectogénèse, c'est-à-dire justement la préparation, si je puis dire, des enfants en flacon, et hors du sein maternel et dans des matrices artificielles. Alors, il dit non, ça, faut pas aller jusque-là. Quoique, dit-il, cela résoudrait un problème majeur qui freine l'évolution de l'humanité. L'accumulation de connaissances et des capacités cognitives est limitée par la taille du cerveau, elle-même limitée par le mode de naissance. Si l'enfant naissait d'une matrice artificielle, la taille de son cerveau n'aurait plus de limite. Donc finalement, on peut s'en consoler quand même. Donc, on a cette vision d'une nouvelle humanité qui se prépare et qui finalement est une humanité d'hommes totalement isolés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Jean-Louis Harwell qui est professeur d'histoire du droit à Paris 1, qui a écrit un livre que je trouve très intéressant, qui est le vrai génie du christianisme, où il explique que le christianisme, en fait, a fait naître l'individu. Moi, je dirais qu'il a donné sa place à la personne. Et ce qui est intéressant, c'est que le meilleur des mondes qui se met en place est en train de détruire les personnes. Ce qu'il veut détruire, c'est la personne. Et pour se détruire la personne, il va passer par l'individu. Alors, quelle est la différence entre la personne et l'individu ? C'est précisément que la personne est elle-même un individu, c'est vrai, mais qui est prise dans des liens sociaux, dans des liens affectifs, dans des liens de dépendance, et c'est à l'intérieur de ces liens qu'elle va trouver sa place. Ça va être ces liens, le premier d'entre eux, c'est évidemment la famille, mais on va avoir aussi toutes les communautés, la famille, c'est la première communauté naturelle. Ensuite, on va avoir des communautés qui seront moins naturelles, mais comme la profession, l'habitation, et puis au sommet, on a la nation qui, oui, on le sait bien, qui coiffe le tout et qui, c'est pas à des Maurassiens que je vais l'apprendre, qui est la condition en fait qui est la protectrice ultime de nos libertés. Les libertés se créent et se conservent et s'épanouissent à travers ces ensembles où on
où l'individu n'est effectivement pas tout seul, et d'une certaine manière, c'est vrai que le groupe a toujours tendance à limiter la liberté, mais en même temps, il lui permet de s'épanouir. L'idée du meilleur des mondes, c'est celle d'un homme, d'un consommateur, totalement isolé, et qui a perdu toutes les structures, justement, qui peuvent l'entourer. De la sorte, l'individu est totalement réductible à la masse. Et le meilleur des mondes, c'est un état mondial d'individus qui finalement sont totalement massifiés. C'est un petit peu, enfin c'est complètement à ça vers ça qu'on va et ce qu'on peut tout de même, ce qu'on peut craindre. Alors, on peut dire oui, c'est de l'utopie. L'utopie, oui, ça peut être utopique. Heureusement, je suis persuadé que c'est utopique et qu'on n'y arrivera pas. En tout cas, si on y arrivait, ce serait une catastrophe pour l'humanité entière. Mais le problème, c'est que l'utopie peut faire du dégât pendant qu'elle se met en place et avant de s'arrêter, parce que généralement, elle finit par déboucher sur un échec. Et le propre des gens qui sont à la tête qui militent pour le meilleur des mondes, c'est que ce sont des utopistes et qu'ils y croient. C'est-à-dire que la citation de quelqu'un comme Bernard Kouchner, qui est un grand homme de gauche, alors la gauche est très forte pour ça, pour l'utopie, il y a rien de tel. En 95, Kouchner déclare qu'on ne m'accuse pas d'utopie, elle seule fait avancer le monde. Donc vive l'utopie. Effectivement, ça tient pas devant les réalités, mais c'est pas grave. On va quand même y aller. Et si à la fin on se casse la figure, ben finalement on aura tout de même fait avancer le monde. C'est porté aussi par le triomphe des bons sentiments. Le seul problème, c'est que les bons sentiments, on le sait, l'enfer en est pavé et il est pavé de bonnes intentions. Et c'est toujours au nom justement du mieux et de l'humanisme qu'on va aller vers le pire et qu'on va aboutir au totalitarisme. Si le totalitarisme arrivait en disant je vais mettre tout le monde dans des camps et je vais massacrer la planète entière, etc., personne tout le monde dirait il est complètement fou, mais ça s'est jamais produit comme ça. C'est-à-dire que même le nazisme qui est arrivé en se présentant sous les couleurs d'une régénération et d'une jeunesse, d'une restauration de l'orgueil allemand, etc. à l'époque. Aujourd'hui, on retrouve on va voir que la tentation qui nous est proposée à l'intérieur du meilleur des mondes, par certains côtés, est très séduisante. C'est-à-dire que le transhumanisme, on vous dit, vous allez vivre 300 ans, ou 400, ou 1000 ans, puisque c'est un chiffre qui est cité, c'est le titre d'ailleurs d'un livre de Laurent Alexandre, qui est quelqu'un qui connaît la partie. Et donc demain, vous pourrez vivre 1000 ans, vous serez plus malade. Vous aurez une humanité parfaite, et en plus elle sera triée pour ça. C'est là qu'on peut quand même dresser l'oreille. Mais moi je me rappelle avoir fait une conférence où un monsieur qui avait 85 ans ou 83, je sais plus, et qui était qui avait la tête sur les épaules me disait mais vous êtes gentil là, mais moi, j'ai mon âge. Si je peux vivre 500 ans de plus sans être malade, pourquoi pas? Et de fait, c'est un peu difficile de répondre à ce genre d'argument. Et puis il disait, et puis d'ailleurs, si demain on va sur Mars, ce sera encore mieux. Et pourquoi pas? Donc, à partir de ce moment-là, on peut avoir cette tentation de succomber aussi au meilleur des mondes, parce que son programme correspond quand même à des désirs, à des mythes même, qui ont porté l'humanité. Le mythe de l'immortalité, il date pas d'hier. Et il est quand même fort. C'est le mythe de l'éternelle jouvence, il est là depuis. Et quant au mythe de la recréation de l'homme à notre idée et pas à l'image de Dieu,
comme l'enseigne le christianisme, mais on le retrouve avec Frankenstein, on le retrouve, c'est déjà ancien aussi. Finalement, et bien avant, et puis vous avez Faust, etc. Tout ça, vous avez tous ces mythes-là qui sont repris dans le programme du meilleur des mondes. Et ça le rend assez alléchant. Si on passe effectivement par-dessus, juste un petit détail, c'est que ce que le meilleur des mondes tue complètement et nie, c'est juste la liberté humaine. Mais le fin mot finalement alors je l'aborderai tout à l'heure, mais le fin mot de la résistance au meilleur des mondes, c'est qu'on défend nos libertés. C'est le maître mot de la résistance au meilleur des mondes, c'est le mot liberté. Et au pluriel de préférence, enfin bon, mais même au singulier serait... C'est Nicolas Berdyaev, le philosophe russe, qui disait, il parlait des utopies, mais on peut le reprendre vis-à-vis du meilleur des mondes. Il disait, les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois, et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante. Comment éviter leur réalisation définitive? Les utopies sont réalisables. Moi, je dirais jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'elles se cassent la figure. Mais bon, la vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront aux moyens d'éviter les utopies et de retourner à une société non utopique, moins parfaite entre guillemets, et plus libre. Et on retrouve justement chez Berdyaev cette vision de l'opposition entre le monde parfait, utopique, et la liberté des hommes. C'est un... Alors, comment isoler, comment parvenir justement à isoler l'homme, hein? Évidemment, on va casser les structures intermédiaires, les corps intermédiaires et les communautés naturelles. Je vais en prendre deux grandes, mais vous pouvez en prendre, il y a toutes celles qui sont intermédiaires peuvent sauter aussi. La première, c'est la famille qui est évidemment attaquée depuis très longtemps. Alors comment est-ce qu'elle est attaquée? Elle est attaquée à travers l'État en fait, s'est immiscé dans la famille et des gens qui étaient, pas parce qu'il était entre les mains de gens qui n'étaient pas forcément très bien disposés à l'égard des familles justement. Et on y a insufflé, on y a mis on s'est servi par exemple du thème de la lutte des sexes, qui a été assez efficace pour dresser au sein des familles elles-mêmes les gens les uns contre les autres, enfin les femmes contre les hommes, d'une part. Alors ça c'est vieux, on retrouve ça chez Engels et dans le marxisme. Marx dit que la famille doit disparaître et Engels, derrière lui, explique que la famille est le dernier lieu de la lutte des classes qui devient la lutte des sexes, le lieu de l'oppression de la femme par l'homme, donc virons la famille pour virer l'égalité et on arrive à quelque chose qui est très actuel, qui est la théorie du genre, etc., c'est-à-dire à l'idée de se dire, finalement, on aura affaire à des individus indifférenciés. Ça figure déjà chez Engels. Il écrit, dans la famille, l'homme est le bourgeois, la femme joue le rôle du prolétariat, c'est dans l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, et donc la meilleure façon d'en finir, c'est d'en finir avec la famille monogamique. Ce qui est intéressant, il semblerait que les enfants d'Engels soient de Marx, donc tout ça, c'est effectivement, c'est peut-être un peu, il savait de quoi il parlait. Et puis on va avoir une vision qui est idéologique et qui va se développer de la même manière. François de Singly, professeur de sociologie à l'université de Paris 5, écrivait dans Libération que la demande du mariage homosexuel et le refus d'une clôture de l'institution matrimoniale interdisant l'entrée à des individus en fonction de leur orientation sexuelle constitue une étape supplémentaire dans la construction d'une, entre guillemets, famille démocratique. Là, on arrive dans l'idée de la famille démocratique.
En effet, historiquement, la famille classique est triplement inégalitaire. Les hommes l'emportent sur les femmes, les parents sur les enfants, les hétérosexuels sur les homosexuels. Depuis les années 1960, ces inégalités internes et externes sont progressivement déstabilisées. Donc on va toujours avoir cette lutte contre la famille qui va reposer sur un discours égalitariste. C'est par l'égalité qu'on va arriver à ça. Alors, le premier qui est déstabilisé, c'est le père de famille, parce que précisément, on l'accuse d'être. D'ailleurs, tout n'était pas rose dans les familles traditionnelles non plus. Hein, il n'y a pas. Mais néanmoins, on va ficher en l'air. Toute l'idée, c'est de ficher en l'air les normes, parce que ce qu'il faut tuer, c'est la norme. Donc, finalement, on va attaquer la famille classique monoparentale. À commencer par les pères. Pourquoi les pères? Parce que finalement, contrairement, on leur reproche d'avoir tout pouvoir, etc. Mais en fait, c'est le maillon faible. C'est le maillon faible parce que tout simplement, c'est pas le père qui porte l'enfant. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas pour l'instant, on n'a pas encore réussi ça. Même peut-être avec le transhumanisme, on y viendra peut-être, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Donc évidemment, ça fragilise d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on en arrive à ce que dans pas mal de cas, les hommes évitent même de s'engager parce qu'ils disent est-ce que c'est moi qui vais élever mes propres enfants? C'est pas sûr. Donc on voit bien quand même qu'il y a une fragilité dans le rôle du père. Et puis du père, on passe à la mère. Et ça, c'est intéressant parce que que nous dit-on à propos de la mère? Que la maternité, c'est pas terrible. C'est pas terrible, pourquoi? Parce que finalement, c'est un handicap dans le monde du travail, etc. C'est un handicap en termes d'égalité. Et on est toujours sur cette vision égalitariste. Et c'est à travers ce coin de l'égalité qu'on fragilise la structure familiale, ou qu'on l'a fragilisée. Alors, ça ne veut pas dire ensuite qu'il ne puisse pas y avoir des familles qui soient hors des normes, on est bien d'accord. Mais l'idée finale, c'est d'arriver à faire en sorte que la famille, quand on épouse quelqu'un, en général avec l'idée de fonder une famille, on ne se dit pas dès le départ, il y en a pour 3 ans, là, quelle heure est-il? Dans 3 ans, à telle heure, je fous le camp, j'abandonne ma femme, je passe avec une troisième avant attendant la quatrième. Généralement, quand même, normalement, les gens qui se marient se disent, en tout cas, les jeunes, etc., ont tendance à se dire et on le voit par les enquêtes d'opinion, ont tendance à espérer que c'est pour la vie. Et ils sont pas déjà en train d'envisager le divorce comme une solution et comme une probabilité. On n'en est pas là. L'idée donc effectivement, ça c'est le modèle qu'on a en tête. Et ce modèle-là, l'idée, c'est de faire bouger le modèle. Si vous regardez les déclarations de Dominique Bertinotti, qui est ministre de la Famille, avant Laurence Rossignol, c'est exactement ce qu'elle dit. Elle dit il n'y a plus de modèle familial, il y a divers modèles de famille qui se valent tous. Donc, si vous voulez, la norme a disparu. Et si vous cassez la norme, vous réussissez à ébranler suffisamment la famille pour que tôt ou tard, on puisse envisager sa disparition ou son éclatement total. Surtout si vous en arrivez à la GPA, à la PMA, etc., c'est-à-dire aux mères porteuses ou à la procréation médicale assistée, et à des méthodes de procréation où finalement le rapport entre l'homme et la femme n'est plus une obligation. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille dans un cabinet médical qui me parlait par exemple de femmes qui ont eu grâce à la PMA, etc., et la GPA, qui ont eu des enfants sans père. Donc il y a 2 mamans. Et on arrive, et puis bon, aujourd'hui avec certaines techniques, il existe des enfants dans le monde qui n'ont pas de père, qui ont été faits sans père.
à partir de là, vous avez effectivement, on passe un nouveau seuil. Alors le seuil du meilleur des mondes, c'est évidemment celui à partir duquel on va pouvoir développer ce genre de choses. Alors là, vous allez me dire, on est encore dans l'utopie à l'heure actuelle, mais attention, les utopies arrivent vite, se transforment vite en réalité. C'est pour ça que je disais qu'on peut avoir pas mal de dégâts avant de sortir de l'utopie. Vous avez l'utopie, c'est un peu ce à quoi pensaient les eugénistes comme Julian Huxley, etc. C'est le tri le tri des gens qui seront capables. Et par opposition, l'élimination des gens des inaptes. C'était l'idée de Margaret Sanger, par exemple, qui elle aussi qui était une amie de Julian Huxley, qui était une eugéniste. Et donc, les inaptes, pour elle, c'était les Noirs américains, notamment, et les pauvres. Si on regarde ce qui se passe actuellement dont on parle très peu en général, et avec, à propos avec l'imprimature, si je puis dire, parfois des Nations Unies, eh bien, on se rend compte qu'on n'est pas loin de ces réflexions eugénistes. Je vais prendre 3 exemples. Au Pérou, au lendemain de la conférence sur les femmes organisée à Pékin en 1995, à laquelle participait le président péruvien Alberto Fujimori. Comme son nom ne l'indique pas, mais il était d'origine japonaise, je crois. Il participait à cette conférence sur les femmes, et pratiquement à la sortie de la conférence, il a organisé la stérilisation forcée de 330 000 femmes indiennes pauvres et de 25 000 hommes entre les années 1996 et 2000, dans le cadre d'un programme sanitaire de planification familiale, pour lequel le Pérou avait reçu des aides de la Banque mondiale, du Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, qui est l'une des agences principales justement de régulation des naissances, entre guillemets, et des États-Unis via l'agence USAID, plus exactement, USAID, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est un exemple. En Inde, le gouvernement envisageait d'ouvrir 13 000 camps de stérilisation en 2003. Plus de 4 millions de femmes, en général issues des milieux les plus pauvres, auraient subi une opération de ligature des trompes en 2013-2014. Au Mexique, entre 2001 et 2011, 27% des femmes indigènes ayant utilisé les services publics de santé ont été stérilisées contre leur gré. Ça montre quand même une chose, c'est que l'eugénisme est dans ces pays pauvres, en tout cas, enfin, je veux dire, ça y va. Il est très actif. Chez nous, il peut prendre d'autres formes, d'autres tournures, qui se rapprochent davantage du transhumanisme ou du début du transhumanisme, en tout cas. C'est le tri embryonnaire. On va faire en sorte d'avoir des enfants qui puissent qui puissent être sains, être en bonne santé, mais pas seulement. On va s'arranger pour qu'ils correspondent à tel ou tel critère en fonction de ce que désirent les parents dans un premier temps. Mais on peut imaginer que plus tard, ce soit un État qui soit décisionnaire ou qui influe là-dessus. On voit bien d'ailleurs que chez nous aussi les méthodes eugénistes marchent à fond. Le meilleur exemple, je sais que Jean-Marie Leméné, qui préside la fondation Le Jeune, s'apprête à publier un livre qui va sortir incessamment, qui s'appelle Les premières victimes du transhumanisme, et ces victimes sont les enfants trisomiques, par exemple. Il est évident que là, on est devant l'élimination des malades, pas de la maladie, et devant quelque chose, devant l'organisation de l'eugénisme. Ça, c'est chez nous, ça se fait couramment. Donc on en est quand même
Alors, ce qui se met en place comme ça, j'ai parlé de la famille, évidemment, je vais parler de la nation. On voit tous les jours qu'effectivement, il y a eu un abandon de notre souveraineté au profit de l'Europe, que l'Europe elle-même édicte des textes qui vont un peu dans le sens des agences des Nations Unies dont je parlais tout à l'heure, qui vont exactement dans le même sens, et qu'on appuie vers une mondialisation à travers l'effacement des nations. Il est bien évident un des grands moyens de parvenir à casser les peuples et les nations, c'est l'immigration de masse. Et les derniers exemples de ce qui s'est produit nous le montrent suffisamment. Alors comme il y a tout de même une réaction des peuples, mais pas des gouvernements, qui étaient tout à fait d'accord, les gouvernements français et allemands, pour accueillir des centaines de milliers de personnes qui passaient sans papier totalement irrégulièrement, etc. On voit ce que ça donne à Calais, on voit ce que ça donne à Cologne, on voit ce que ça donne ailleurs. Évidemment, comme il y a tout de même eu un certain nombre de peuples qui ont réagi, et de gouvernements, je pense à celui qui a été le plus cloué au pilori, et c'est pas un hasard, qui est le gouvernement hongrois de Viktor Orban, qui ont réagi et qui ont dit stop. Nous, on se laisse pas déborder, on se laisse pas investir, envahir. Et pourquoi est-ce que les Hongrois, par exemple, ont réagi et ont eu la force de réagir? Parce que moi, j'ai été en Hongrie, c'est assez passionnant. Ils ont ça vient de leur histoire. Ils sont extrêmement sensibles à leur identité nationale et ils ont une histoire qui les pousse à ça, parce qu'ils ont souffert, tout simplement. Ce sont des gens qui ont été qui ont longtemps été envahis par les Turcs, qui ont eu affaire aux Turcs et qui ont réussi quand même à s'en délivrer. Ensuite, il y a eu après la Première Guerre mondiale, ils ont perdu une énorme partie de leur territoire. Or, c'est un peuple qui est unique, ce sont les Magyars. Ce ne sont pas des Slaves, ce ne sont pas des Germains, ce ne sont pas des Latins. Ils ont une langue qui ressemble à aucune autre en plus. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont subi le nazisme. Et puis par là-dessus le communisme et la tutelle soviétique. Ce sont les premiers qui ont renversé le rideau de fer et les Polonais ont ébranlé évidemment l'Empire soviétique. Mais les premiers à avoir fait tomber le rideau de fer, c'est pas un hasard, ce sont les Hongrois. Et il y a eu Budapest en 56, la répression énorme qui s'en est suivie. Si vous allez à Budapest, je vous conseille d'aller, qui est une ville superbe, je vous conseille d'aller visiter la Maison de la Terreur, qui est implantée dans l'immeuble qui a servi de prison politique en fait, de siège politique à la police nazie d'abord, puis communiste. On en sort pas complètement indemne quand même, parce que on voit ce qu'ils ont subi. Donc c'est pas un hasard du tout si aujourd'hui c'est eux qui résistent. Ils ont l'habitude de résister aux empires. Ils ont l'habitude de défendre leur liberté et de se battre pour elle, et ils savent ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, les Hongrois sont des rebelles. Le problème, c'est que nous, on s'est un peu endormi en Occident, en France notamment, et enfin pas seulement. Et du coup, on a un petit peu perdu cette vertu qui est la vertu en fait de résistance, tout simplement. Je vais y arriver parce que je vais pas vous tenir quoi, surtout. Il y en a tellement à dire sur que faire pour résister et est-ce que c'est fichu d'avance. Alors d'abord, il est bien évident que quand on voit, je vais pas évoquer les architectes du meilleur des mondes. Mais qu'est-ce que le meilleur des mondes? Par qui est-il créé? Il est créé par trois grandes forces. D'une part, les scientifiques, qui ont tendance à penser d'ailleurs que la science doit continuer à avancer et qui ont, pour une partie d'entre eux,
mais qui comptent, ont juste oublié comme le disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et ça ne concerne pas tous les scientifiques, évidemment, mais il y en a un certain nombre, et qui sont d'autant plus actifs et nuisibles qu'ils sont soutenus par les grandes fortunes mondiales. Sont les deuxièmes architectes de l'univers. Les nouvelles fortunes, en plus, s'y sont mis aussi, les Ripage, Bill Gates, etc., soutiennent évidemment le transhumanisme et soutiennent la mise en place, eux aussi, de ce meilleur des mondes. Rappelez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, Bill Gates proposait de congeler des ovocytes de ses salariés féminins en disant quand vous aurez fait votre carrière, il sera toujours temps de vous les réimplanter. Vous serez peut-être mère à la retraite, mais enfin c'est pas grave. Et au moins vous aurez pu mener votre carrière chez moi, ce qui est toujours intéressant. Donc on a ça, on a cette force-là. Alors effectivement, les sciences, l'argent et un pouvoir politique supranational, c'est-à-dire effectivement les grands empires que sont en train de devenir, par exemple l'Union européenne, qui est totalement antidémocratique, et quant aux Nations Unies, c'est pas beaucoup mieux en général. C'est tenu par ceux qui tiennent les grandes agences sont quand même les représentants des grandes puissances occidentales, qui sont les premières quand même à vouloir mettre en œuvre ce meilleur des mondes. Alors, il y a quelqu'un qui en a parlé également, c'est Samuel Huntington, qui lui parlait de la superclasse mondiale, quelques millions quand même de personnes qui tiennent, tout ça est assez nébuleux, qui tiennent les pouvoirs. C'est nébuleux, donc on a tendance à se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une tête au sommet de cette nébuleuse? Très honnêtement, j'en sais rien. C'est possible, et peut-être et peut-être pas. Pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que les architectes du meilleur des mondes agissent un peu en réseau, d'une manière assez proche de ce que décrivait Augustin Cochin pour expliquer la Révolution française et la manière dont elle avait gagné. C'est-à-dire, lui, Cochin parlait des loges, etc., et des sociétés de pensée. On retrouve un peu le même système. Ça procède un peu de la même manière. Réseau, société de pensée, avec pas mal avec de très gros moyens derrière. Alors bon, tout ça pour dire, face à ce genre de force, quelle est notre résistance et qu'est-ce qu'elle peut être? Eh bien, d'abord, alors il y avait un slogan de la Manif pour tous qui était ne rien lâcher, et c'est parfaitement exact. Ça veut dire que nous ne pouvons résister que si nous ne lâchons rien. Si on part du principe, comme est en train de nous le dire Nicolas Sarkozy, ou comme nous le disent tel ou tel politique, je pense à Bruno Le Maire qui est plus franc, parce que lui au moins il retourne pas sa veste, il y va carrément, mais il y en a d'autres. Si on nous dit c'est trop tard, c'est passé, c'est foutu, vous ne pouvez pas revenir en arrière, et qu'on accepte cette idée-là. Sur un plan, je repars sur la loi Taubira, parce qu'elle est très symbolique de cette attitude. Si on lâche, alors on ira toujours plus loin. Et plus on ira loin, c'est ce que dit d'ailleurs, le conseil de lâcher, c'est celui que donne dans le texte que je citais au début, Jacques Attali. Il dit, vous vous battez pour rien là, on est déjà beaucoup plus loin, c'est trop tard, c'est acquis, c'est fait. Vous occupez plus de ça, battez-vous sur l'ectogénèse et la matrice artificielle. Mais non, nous, le meilleur moyen de résister, c'est de se battre tout de suite là où on en est. Et de jamais accepter ce qu'on voudrait nous faire considérer comme quelque chose qui est acquis, entériné et sur lequel on ne reviendra pas. Il est toujours possible de revenir sur une mauvaise loi. Ça s'est vu, ça s'est fait. Et il n'y a pas de raison que si la pression est suffisante,
on accepte des lois qui sont des lois de destruction de la famille et des lois de destruction de la société. Donc la première chose, c'est rien lâcher et ne pas céder, surtout pas céder aux sirènes qui tendent à nous dire que c'est foutu. La deuxième chose, c'est que partout où il y a des gens qui sont conscients de ce qui est en train de se passer et de ce qui nous menace, partout où il y a des familles qui tiennent bon, partout où il y a des personnes, des petits groupes, des structures qui tiennent bon, ce sont autant de grains de sable dans la chaussure du meilleur des mondes, et c'est ça qui, en fait, lui fiche la trouille. Parce que on n'est pas tout seul, quand même. Il y a toute une planète. Alors, le projet mondialiste qui nous est opposé, qui se met en place, est effectivement dangereux. Mais un petit peu partout, on le voit bien avec Orban, on le voit bien en Russie avec Poutine, il y a des États qui résistent. Un peu partout, il y a des familles qui résistent. Je veux dire que si Vladimir Poutine est aussi détesté, c'est parce qu'il a restauré un État. C'est la Russie. Il est à la tête, c'est un patriote. Le patriotisme fait vomir le meilleur des mondes. Il faut à tout prix l'abattre. Donc il est bien évident que tout sera mis en place pour essayer de faire passer des gens comme Orban, comme Poutine, etc., comme les grands méchants loups. Donc on a la famille, on a des nations qui tiennent, on a des États, et puis on a des groupes comme les nôtres, comme l'Action française et comme ce qu'on fait ce soir, qui sont là aussi pour réfléchir et qui doivent eux aussi irriguer ce combat. Parce que c'est avec cette multitude d'îlots de résistance qu'on fera échec au meilleur des mondes. Lui ne supporte pas, on l'a dit en commençant, le but du meilleur des mondes, c'est de vous isoler. Tant que vous êtes isolés, tant que vous êtes des consommateurs, tant que vous ne vous impliquez pas, ça lui convient, mais parfaitement. Là où vous lui posez problème et où vous devenez dangereux, c'est quand, même à votre échelle, si peu que ce soit, vous êtes conscient et vous dites non. Et ça, c'est tout de même une force qui nous reste, et pour l'instant, ça viendra peut-être, mais cette espèce de... C'est plus difficile, à la limite, c'est plus difficile pour lui de contrebattre ça, malgré les moyens de répression qu'il peut avoir, parce que je pense que les lois sur les lois sur le renseignement, le fait d'être Big Brother est là aussi, et donc ça peut déboucher sur des moyens de répression. On l'a bien vu lors des manifestations de la manif pour tous, mais néanmoins, il est quand même compliqué pour l'instant, pour un monde qui se représente, pour ce totalitarisme soft, il est quand même difficile d'avoir une attitude extrêmement répressive. En tout cas, sur un grand nombre de gens sur le million de personnes qui étaient dans la rue pour un manif pour tous, même s'ils n'ont pas hésité à gazer les poussettes. Mais enfin, c'est un autre problème. Donc l'une des grandes forces aussi, mais on le voit actuellement, c'est le patriotisme. Et il est en train de renaître. Il est en train de... Pas de renaître, il est en train de sortir du bois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se redécouvrent, sont à la recherche de leur histoire, de leur identité, dont on essaie de les en priver. Regardez la manière dont sont faits les programmes d'histoire à l'heure actuelle, c'est pas un hasard. On veut dégoûter les gamins, on s'y prend comme ça. En réalité, les gens sont quand même à la recherche de tout ça. Aujourd'hui, les journaux qui marchent le mieux, enfin il y a en tout cas encore 2 ou 3 ans, j'avais vu les chiffres, ce sont les journaux d'histoire. C'est intéressant quand même. Les gens sont à la recherche de leurs racines, les gens sont à la recherche de leur passé, parce que tout est fait, le meilleur des mondes, son but c'est effectivement de couper les racines. On l'a bien vu aussi au moment de l'affaire de l'enquête sur l'identité française voulue par Nicolas Sarkozy, qui était une foutaise absolue. Mais même étant une foutaise, si peu que ce soit, ça a tout de même fait hurler
tous les tenants du mondialisme, parce qu'on parlait de quelque chose qui là aussi est tabou. On a une identité, on a une patrie, on peut la défendre et s'appuyer sur des textes qui sont. Il y a eu des grandes voix qui se sont élevées il n'y a pas si longtemps. Je veux dire, un texte comme celui de Jean-Paul II, Mémoire et identité, il faut le lire. C'est un texte extrêmement politique et qui parle de la patrie, qui parle de la culture, du rôle de la culture dans la défense des libertés des peuples. Et ça, pour le coup, pour des Maurrassiens, c'est intéressant aussi. Et puis, nous, il faut que nous... Alors là, je parle à des... je vais faire une digression très courte, rassurez-vous, parce que il faut aller à la recherche aussi, creuser notre réflexion, je pense, du côté du personnalisme. J'en parlais tout à l'heure, et il y a une grande tendance du personnalisme qui vient de chez Maurras. C'est Jean de Fabrègue. C'est très intéressant parce que Fabrègue était un catholique fervent, et donc on a une continuité de la pensée maurassienne qui est peut-être plus tournée vers la personne. Et on retrouve tout le thème des corps intermédiaires, tout le thème des communautés naturelles, tout le thème des libertés françaises qui sont défendues à la fois contre l'État et contre le système libéral individualiste marchand. Et aujourd'hui, on se rend bien compte quand même que dans ce qui est en train de se mettre en place, l'État a démissionné au profit d'une vision de cette espèce de globalité mondiale, mais qui aspire elle-même à devenir un État un jour. Et on parle d'un gouvernement mondial, ça arrive. Et de l'autre côté, on voit bien aussi que cet isolement du consumériste est là aussi pour nous fragiliser. Donc jamais, je pense, la pensée maurassienne et la pensée personnaliste qu'il a continué chez Fabrègue n'ont été aussi précieuses, parce que elles contiennent les contrepoisons, elles contiennent les moyens de défendre nos libertés. Et la base même de la pensée de la pensée de Maurras et de la pensée de l'Action française, n'oubliez pas qu'il vient du Félibrige, c'est l'appartenance, c'est l'appartenance aux communautés, et on le retrouve partout. Évidemment, il y a le côté chez Maurras aussi, un peu poignard et compagnie. Moi, c'est pas ce qui m'a intéressé le plus chez lui. Ce qui m'intéresse le plus, et depuis très longtemps, c'est justement ces défenses des libertés françaises et des personnes, à travers les endroits où elles peuvent s'épanouir. C'est ça qu'il faut défendre. Le bloc de résistance principal et essentiel, il est là. Il est dans nos communautés, il est dans nos corps intermédiaires. C'est ça qu'il faut tenir. Si on ne tient pas ça, on sera foutu. Et le meilleur des mondes aura gagné. Ou alors, peut-être provisoirement, mais avec des dégâts qui seront considérables. Donc, bon, pour ça, évidemment, mais là, je parle en catholique, on peut aussi s'appuyer sur l'Église, même si c'est un peu moins net actuellement, je trouve, que par moment, le pape François fait un peu la partie belle à des structures un peu supranationales. Moi, ça m'inquiète. Bon, c'est moins ma tasse de thé que la vision que Jean-Paul II pouvait avoir des patries. Mais enfin, néanmoins, on voit bien dans le discours du pape François qu'il avait tenu devant le Parlement européen, ce qui revenait sans arrêt, c'était les peuples et les personnes. Donc il y a quand même cette vision qui perdure, et je pense aussi que l'Église catholique est quand même est un roc de résistance à la mise en place du meilleur des mondes. Voilà en gros donc on est en plein combat. C'est ma conclusion. Nous sommes les mieux armés avec les doctrines, enfin disons avec les pensées, notre famille de pensée est la mieux armée pour résister au meilleur des mondes, et c'est à nous maintenant de faire valoir, de faire entendre ce message-là,
qui est celui justement d'une organisation de la société humaine et bâtie sur la personne en tant que moteur du lien social. Voilà. Oui. Pourquoi on est plus libre quand on a des racines? Parce qu'on peut être... D'abord, il y a deux choses. D'abord, c'est la condition même pour aller vers... je pars par la fin, c'est un peu embêtant, ma démonstration, mais c'est la condition pour aller vers la véritable universalité d'abord. Donc, sans racine, on peut rien. Et c'est la condition aussi pour être soi-même. La condition pour être libre, c'est être soi, c'est être soi-même, c'est savoir où on est, d'où on vient. Si on est une bulle de savon qui est livrée aux quatre vents, il est clair que notre liberté n'ira pas très très loin, on ne pourra rien faire. Si on est enraciné, si on sait que si nous savons qui nous sommes, si nous savons à quand je parle de nos racines, je veux dire, c'est ceux qui nous forgent nous-mêmes. C'est ce qu'on s'approprie aussi. C'est pas uniquement. Il suffit pas d'être né à Pantin et puis de pas savoir qui on est. Là, on peut être totalement déraciné. Mais en revanche, si nous savons, si nous adhérons à une histoire, si nous adhérons, parce qu'il y a quelque chose qui dépend qui ressort de la volonté là. Si on s'approprie notre histoire, si on s'approprie la pensée des gens qui nous ont précédés, si on rentre quand même dans une civilisation, c'est cette civilisation qui nous enracine. Et c'est à partir de la civilisation qu'on peut être libre. C'est pas en étant des consuméristes de nulle part. C'est là on est juste prêt à se faire bouffer. Donc en fait, être ancré, avoir un ancrage et à partir de là, c'est l'idée c'est toute l'idée de quel était ce héros grec qui reprenait, qui est vaincu par Hercule d'ailleurs. C'est pas un héros, c'est un personnage assez monstrueux. Enfin bon, qui est vaincu par Hercule parce que Hercule le maintient hors du sol, l'empêche de toucher le sol parce que chaque fois que l'autre se retombe sur le sol, il récupère toutes ses forces. Et il y a de ça. Dire que en fait, qu'est-ce que le sol, que symbolise le sol? Il symbolise justement ses racines, cette civilisation, tout ce qui nous donne des ancres. Oui, l'individu. L'individu du meilleur des mondes n'existe plus au bout du compte. L'individu va être effectivement déterminé par ses racines. On a des déterminants tous. Encore une fois, c'est ce qui nous donne toute notre diversité et c'est ce qui aussi nous permet d'accéder à l'universalité. Dans le meilleur des mondes, c'est pas exactement ça. C'est pour ça que je fais la différence entre la personne et l'individu. La personne, c'est l'individu qui est ancré et qui appartient à des structures dans lesquelles elle va respirer et auxquelles elle va apporter quelque chose. Alors là, effectivement, il y a des déterminismes. Évidemment, on est tous déterminés. On a tous nos familles, on a tous notre histoire propre, ça fait des déterminismes. L'endroit, les profs, enfin bon, bref, c'est toute notre histoire personnelle est un déterminisme en fait, mais et heureusement, dans le meilleur des mondes, l'idée du meilleur des mondes, c'est quand même la masse.
et l'individu livré à la masse. L'individu qui devient un élément, une molécule. Et là, on a un déterminisme, mais le déterminisme du meilleur des mondes, c'est un déterminisme qui est mis au point par d'autres. La différence, c'est que nous avons des déterministes qui sont personnels et auxquels on peut adhérer et qu'on peut s'approprier. Et puis voilà, de toutes les manières, ils sont là, même si on ne se les approprie pas, même si on n'y adhère pas, de toutes les façons. C'est là aussi, c'est l'idée maurassienne du petit homme qui arrive dans une famille qui est complètement dépendant. Si vous faites et si vous évacuez la famille, si vous prenez le petit homme, mais qu'il n'est plus fait dans une famille, il est fait dans un flacon. Et il n'est pas fait en fonction de... Il ne va pas recevoir de sa famille et aussi du hasard des gènes, de ceci et de cela, les caractères qu'il va avoir, mais on va faire en sorte qu'il ait tel ou tel caractère génétique. Un peu comme une race de chiens, finalement, qu'on va réussir à améliorer. Eh bien, à partir de ce moment-là, le déterminisme n'est pas du tout le même. Oui, il y a un déterminisme, mais c'est un déterminisme de masse qui est voulu de l'extérieur. C'est plus l'histoire. Nous sommes tous des histoires. Mais le meilleur des mondes prive les hommes de leur histoire. Et c'est ça qui est dangereux. On réussit à ce moment-là à faire en sorte qu'on n'ait plus des êtres de culture, de civilisation, d'histoire, qui soient déterminés par tout ça et par ce genre d'approche, mais juste des gens de consommation. Et jusque dans les rapports qu'ils vont avoir eux-mêmes entre eux. C'est ce que raconte Attali. Hein. C'est fini de la loyauté. La loyauté, ça passe à la trappe. Fini de la fidélité. Pourquoi ça passe à la trappe. Fini de l'amour. Fini de ceci, fini de cela. Finalement, nous sommes des consommateurs les uns des autres. Et là, on n'est plus dans le même déterminisme. Oui, bien sûr, il y aura toujours un déterminisme, mais c'est un déterminisme exposé qui est inspiré de l'extérieur dans une vue bien précise, qui est la mise en place d'une société qui va pas vers l'épanouissement personnel. Ah oui, ça oui. Bon, effectivement, je pense qu'ils y travaillent très fort. Enfin que là on vient d'avoir un ministre oui, on touche un garde des Sceaux qui voulait être ministre de l'Intérieur d'après ce qu'on en sait, ce qui est déjà un peu c'est pas bon signe, et qui par-dessus le marché a porté le rapport sur la loi sur le renseignement. Autrement dit, il a Big Brother dans le citron, ce gaillard. À partir de là, l'état d'urgence évidemment est un moyen de tenir les gens. Bon, on l'a vu d'ailleurs avec la dernière marche pour la vie qui n'a pas eu lieu parce que c'était l'état d'urgence. Moyennant quoi, 3 jours après, tous les taxis étaient dans la rue et bloquaient le ministère des Finances. Il n'y avait pas de problème. Et les preuves défilaient et compagnie. Donc l'état d'urgence n'est pas pour tout le monde. Il y a ceux qui ont droit et ceux qui n'ont pas droit. Et puis. Je dirais que de toutes les façons, vu sous l'angle de la résistance, il y a bien la manif pour tous. C'était pas l'état d'urgence. Il y a quand même des gens qui ont tout de même des gens qui se sont fait casser la figure dans les commissariats. Quelqu'un qui a été flanqué en tôle pendant 3 mois. Il y a eu combien? 2. Oui, bon, 2, j'exagère. Mais et puis on a vu quand même ce que pouvait donner une répression policière qui n'était pas pas encore trop musclée, mais enfin qui montrait les dents. C'est-à-dire la résistance, c'est pas, c'est aussi défier le pouvoir d'une certaine manière. Alors que le pouvoir réagisse en disant par des moyens répressifs,
c'est pas très très étonnant. Ce que je disais, c'est que c'est que moi je me rappelle par exemple, je vais prendre un exemple qui est passé totalement inaperçu pratiquement. C'était à l'époque de Maastricht. Le, vous savez qu'on a fait revoter les Danois. Un peu bon. À chaque fois, comme on a fait revoter les Irlandais, bon, en France, on n'a pas fait revoter les Français, on s'est contenté de les avoir d'une autre manière avec le traité de Lisbonne. Mais au Danemark, à l'époque de Maastricht, on les a fait revoter. Et comme on leur avait bien savonné on avait bien enrobé le bonbon pour qu'ils l'acceptent, la deuxième fois, le oui l'a emporté. Il y a des gens qui ont trouvé que c'était absolument scandaleux et qui sont descendus dans la rue. La police danoise a tiré à balles réelles. Alors moi, ça m'avait intéressé parce que à l'époque, je me rappelle, j'avais entendu ça le matin à la radio, et puis entre le matin et la fin de matinée, hop, plus personne n'en parlait, c'était écran blanc, ça avait totalement disparu. Et en fait, on retrouve ça sur sur un article de Libération qui était paru. Et donc il y a une toute petite trace de cette histoire-là. On est au Danemark. C'est pas le pays qui est connu pour être la pire des tyrannies et le pire des totalitarismes. On vient de faire un truc qui est totalement antidémocratique. On vient de posséder les gens avec une grosse dose de propagande. Qu'est-ce qu'on fait? On les retire dessus. On tire sur ceux qui sont pas tout à fait d'accord. Donc oui, la résistance. La résistance, même face à l'état d'urgence, s'il faut redescendre dans la rue, il est possible que ça se passe pas totalement, mais il faut savoir ce que... Oui, mais bon, moi personnellement, il est certain que j'étais pas un des dirigeants de la manif pour tous, et je trouve que on pouvait par moments, effectivement, ça a parfois été trop légaliste. Maintenant, il y a eu aussi des gens qui l'étaient moins, qui étaient ceux du printemps français, et quand on discutait avec les gens du printemps français, ils disaient mais oui, la manif pour tous a son rôle, qui est justement le cadre légal. Et il faut surtout pas qu'elle en sorte parce que ça permet d'appeler aux grandes manifestations et à ces grands mouvements. Et donc de l'autre côté, il y a des gens qui étaient un peu plus disposés à passer outre le cadre purement légal. Donc je pense que la manif pour tous, si elle voulait mettre 1 million de personnes dans la rue, ne pouvait pas se permettre d'être dans l'illégalité. Je pense qu'il y a eu un réveil quand même. Et on peut se dire parce qu'à l'Action française, il y a tout de même une formation qui est intellectuelle et politique qui va dans ce sens-là, que c'est dommage, mais à la limite, il y a tout de même eu ce réveil, il y a tout de même eu une grosse avancée de ce côté-là, personne s'y attendait, surtout pas les socialistes, je sais que c'est Guillaume de Prémart qui me le racontait, quand il y a eu l'ancien ministre de Mitterrand, Georgina Dufoy, qui s'est retrouvée à l'Élysée quelque temps avant les premières grandes manifestations. Et à l'Élysée, elle a dit mais vous marchez sur la tête, les gens vont descendre dans la rue. Et la réponse a été mais non, il y aura une poignée d'intégristes excités et ce sera terminé. Et en fait, s'ils se sont pris 1 million de personnes, enfin à peu près, peut-être un peu moins ou un peu, c'est toujours un peu difficile les chiffres, mais des manifs géantes dans la tronche et ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Donc il y a eu au moins, et je pense que parmi les gens les jeunes surtout, qui sont descendus dans la rue, il y a eu
il y a eu une vraie prise de conscience de leur force en tout cas, et de la force qu'ils représentaient. C'est pas, ça a marqué les esprits. C'est pas du temps perdu. Ensuite, qu'il y ait une insuffisance de formation politique, c'est vrai, mais elle existe dans toute notre société. Donc et à la limite, c'était pas le public qui était le. Il y a une grande partie de ce public qui était catholique, etc. La politique s'en foutait jusqu'ici. Et tout d'un coup, ils se sont réveillés parce que, ben d'abord parce qu'on leur a tapé dessus. Dire, c'est les gens même les sentinelles ou les guetteux, les veilleurs qui étaient non violents, etc. se sont quand même fait tabasser à coups de matraque. Ils se sont dit qu'est-ce qui se passe. Là, il y a tout de même dans ces cas-là devant la force brutale et policière d'un État qui s'est révélé comme un État quand même, oui, on peut dire un État policier. Hein. De toute façon, c'est ce qu'il est. Valls, c'est jamais que le digne héritier de Clémenceau. Et Clémenceau faisait tirer sur le peuple. Valls fait gazer les poussettes. C'est ça les socialistes, hein, de toute façon. C'est et donc donc je pense qu'il y a quand même eu qu'il y a eu tout d'un coup, ils se sont retrouvés de l'autre côté de la barrière. Et ça, c'était pas courant, c'était pas gagné d'avance. Et je pense que ça laisse des traces, et que ces traces-là, elles sont difficiles à effacer maintenant. D'autant surtout sur la jeunesse. Moi, je me marrais je lisais récemment pour mon délit, tiens, je fais un papier là-dessus, mais sur le discours à la jeunesse de Hollande le 11 janvier dernier, mais il se fout du monde. Oui, vous qui, le 11 janvier, êtes descendu pour beaucoup, pour la première fois, sur le manifester, etc., ça y est, vous avez découvert la République puisque vous avez été manifesté. Alors déjà, pas terrible. Bon. Et puis il oublie juste que effectivement, un an avant les grandes manifs du 11 janvier, il y avait toute une partie des jeunes dont une certaine partie pouvait parfaitement être là le 11 janvier, mais pas pour les raisons qu'estime Hollande, qui étaient déjà dans la rue et contre lui. Donc et ça tout de même, ils aiment pas ça. Hein. Je me rappelle déjà de manifs étudiantes qui sont systématiques. C'était celle de 83 qui était contre le pouvoir socialiste. C'était les étudiants contre les socialistes. On n'en parle jamais. C'est rayé là aussi. C'est comme les autres, c'est comme les Danois qui tirent sur le peuple. Là, les étudiants qui descendent dans la rue contre les socialistes, c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais à sous l'après que ça existait et que c'était l'Action française, c'était responsable du service d'ordre de la Sorbonne. C'était toujours rigolo. Donc vous voyez qu'on peut quand même, hein, même en étant, c'est une bonne histoire ça. J'en parle comme ça parce que ça m'avait. D'abord, j'étais très content de l'avoir fait, faut bien le dire. Mais j'étais secrétaire général des étudiants d'AF à l'époque, et j'étais inscrit dans un des syndicats apolitiques de la Sorbonne. À ceux-là près qui savaient que j'étais d'AF, donc c'est à moi qu'on a fait appel pour former le service d'ordre. Et tous les types qui faisaient partie du service d'ordre étaient tous persuadés que le Gus d'à côté était d'Action française. Alors qu'on était une poignée et qu'on avait recruté sur le terrain à toute allure. Et c'est comme ça, en fait. Il faut apprendre aussi comment ça marche et c'est à nous aussi d'apprendre un peu comment cadrer, comment agir pour savoir encadrer des manifestations, pour savoir se placer. Donc, en fait, on voit bien ce qu'on peut faire, et c'est avec des structures qui sont comme les nôtres, qui sont juste composées de gens bien formés et qui savent où ils sont et où ils vont. Ça rejoint l'idée des racines, ça. Hein. C'est quand on sait qui on est, où on va, et on est plus libre, on peut davantage résister, on peut davantage porter de coups au totalitarisme qui se met en place. Et moi, je pense
un des grands combats et un des grands thèmes de combat pas dans l'avenir, maintenant, c'est la défense des libertés. Il faut à tout prix qu'on soit sur ce créneau-là de manière urgente, parce que c'est les défis à venir. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y a un soma chez nous, il y a plusieurs somas même. Ça, c'est clair. Le soma, c'est la drogue qui permet au meilleur des mondes, quand ils sont un peu en dépression, hop, un petit coup et ça repart. Des drogues comme ça, on en a quelques-unes, c'est vrai. Alors, l'histoire de Valls qui est en train de dire qu'il prolonge l'état d'urgence, ben, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est, moi, c'est vrai que c'est, pour moi, c'est jamais que la suite de la loi sur le renseignement. Et ce qui m'a sidéré, c'est qu'il y a eu si peu de réactions lors de la loi sur le renseignement. En fait, je pense que le gouvernement joue sur du velours à partir du moment où, dans une société française qui a un peu peur de tout, parce que finalement, on fait peur aux gens. Le, c'est ceux qui reprochent toujours aux autres d'avoir que la peur à la bouche qui en usent le plus. Et, et donc, tout ça, ça passe uniquement sur le fait sur le thème sécuritaire. Le thème sécuritaire, ça peut pas être un des nôtres, hein. C'est enfin, je veux dire, évidemment qu'il y a la sécurité des citoyens à défendre, et d'ailleurs elle l'est pas. Mais en même temps, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire au commissariat de police, mais moi, chaque fois que je me suis adressé à eux, on a vite fait de constater quand même qu'il y a personne qui répond. C'est un, mais en revanche, on nous balance de la sécurité, en veux-tu, en voilà. Et ça marche parce que les gens se sentent menacés. Donc s'ils se sentent menacés, et plus ils se sentiront menacés, la, la- plus la vente de sécurité du gouvernement marchera. Ça, c'est clair. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu plus de résistance. Ce qui est surprenant quand même, c'est que je m'attendais à ce que ce soit précisément les jeunes qui bougent. Et parce que Internet, c'est leur monde. Enfin, c'est leur monde. J'exagère, mais je veux dire que c'est quand même, c'est les jeunes générations connaissent, en ont l'emploi, ils l'ont montré avec la manif pour tous en plus. Dire qu'il y a il y a eu Internet a été qui peut être un instrument dangereux aussi parce que c'est aussi un instrument de surveillance. Il faut se méfier de l'emploi qu'on en fait. Mais néanmoins, on a bien vu quand même que les réseaux sociaux, etc., ça allait très très vite. Et donc, moi, je m'attendais à ce qui est vraiment un coup de gueule de la part de la jeunesse qui n'a pas eu lieu. Sur, mais peut-être aussi qu'il n'y a rien eu de proposé. Peut-être que des groupes comme l'Action française pourraient le proposer, ça. Il y a un thème qu'il faut exploiter, là, c'est le service civique. On est en train de nous dire, le président de la République est en train de nous dire qu'il va demander à tous les jeunes Français parce que bon, 350 000 en 2018, mais ensuite il veut la généraliser à l'ensemble des classes d'âge. Donc on va demander aux jeunes de donner un an de leur vie pour... pourquoi? Il n'a pas l'air de le savoir lui-même, le zèbre. C'est quand même un peu embêtant. Et moi, j'ai lu son texte, et il dit, oui, qu'on ne me fasse pas dire qu'il n'y en a pas besoin. Ne vienne pas me dire qu'il n'y en a pas besoin. Il y en a tout à fait, des besoins très nombreux, dans les associations, les grands services publics, etc. Mais en même temps, ils vont pas prendre la place des fonctionnaires, ce sera un plus. Autrement dit, il est en train de nous dire qu'il veut faire un service civique, il ne sait pas pourquoi, que tous les jeunes Français vont donner un an de leur vie, on ne sait pas pourquoi, et
moi je sais très bien pourquoi, il a en tête faire baisser les chiffres du chômage, et c'est un one-shot en plus. C'est-à-dire, ça va arriver une fois, et ensuite, ça ne baissera plus, puisque ça va coûter 1 milliard d'euros, accessoirement, au minimum, qui est un peu plus, donc on peut s'attendre à ce que ce soit 5. Et dans un pays qui est complètement... où, en plus, la dette va reposer sur les jeunes Français, c'est-à-dire que c'est vous qui allez payer, hein, les moins de 30 ans, c'est quand même hallucinant. Et on vous flanque une corvée. Parce que ça a un nom, ça. Le boulot gratos filé au pouvoir, c'est la corvée. Abolie par la monarchie, restaurée par la République socialiste. Elle est pas belle, la vie. Donc là, c'est tout le monde. Non, mais il n'y a aucune raison. Moi, j'ai fait mon service militaire, il y avait une raison. On était en 82. Je l'ai fait du mieux que j'ai pu en plus, et pour cause, parce que c'était la défense du pays. Bon, l'Europe était coupée en deux bêtement, on sait bien. Mais néanmoins, il y avait d'un côté les soviétiques, de l'autre les autres. Bon, voilà, on est français, on défend le pays. Mais là, il y a une raison. Allez vous piquer un an d'autorité pour faire n'importe quoi, il n'y a aucune raison. Et là, pour le coup, des mouvements comme le nôtre doivent bouger, doivent protester. C'est pas normal. C'est même totalement inacceptable. C'est du vol, voilà. Vol d'État. C'est l'impôt en nature.